Alors, aujourd'hui, je vous propose de procéder à un petit enregistrement de ma conférence que j'avais faite il y a déjà plusieurs mois sur la détection de CVE. Donc, je vais vous parler du coup de la NVD, de ces petites bizarreries, de la détection de CVE et en venir à pourquoi est-ce que les SIEM se plantent. Alors, l'objectif de la conférence, ils sont plusieurs. Donc déjà, de comprendre ce qu'est la NVD, donc ce qui va par là, donc les configurations notamment dans lesquelles une CVE s'exprime, donc ce qui nous donnera la donnée intéressante pour la détection. Quelques petits éléments un peu bizarres comme les CPE, les fuseaux horaires, ce genre de choses. Un petit mot sur le fait que ce soit un SPOF de tout l'environnement. Ensuite, au niveau de la détection de CVE, du modèle en fait de données d'une configuration. Je vais vous parler de l'inventorisation de l'arbre de dépendance et de la supply chain. Donc là, c'est bien par rapport à un SI industriel ou pas du tout. En tout cas, un SI de façon générale. Et après, je vous parlerai de détection non contextualisée et contextualisée, donc que j'appelle MDC1 et MDCN. Un petit dernier point sur pourquoi les SIEM se plantent. En fait, on verra que certains font comme le NVD mais en moins bien, que la plupart n'ont pas lu les spécifications sur lesquelles ils se basent, et que la plupart non plus ne couvrent pas grand-chose avec des algos sortis du chapeau et qui confondent scanning et détection. Au sommaire de ce jour, j'ai commencé par me présenter, vous parler de la NVD, des détections de CVE, et après donc du coup des SIEM, et on conclura. Petit disclaimer, du coup, cette conférence, c'est pas la première d'un lot, toujours pas, mais la seconde. Avant, il y a eu SCAP et CPE, donc si jamais vous ne comprenez pas certains algorithmes aujourd'hui, c'est normal. Normalement, cet algo tient sur une ligne dans cette conf, donc ça devrait aller. On ne parlera pas du coup de la recherche de vulnérabilité, donc par la revue de code, de l'outillage, de code QL, de fuzzing ou tout autre moyen, ni de la déclaration d'une CVE auprès d'un CNA, donc les autorités qui donnent les identifiants de CVE. Mais par contre, aujourd'hui, on parlera de Vulners, de Nessus, de Nmap et tous ces autres joyeusetés dont on n'a pas parlé la dernière fois. Donc je me représente, donc moi je m'appelle toujours Lucas Tesson, je suis toujours apprenti en cyberdéfense à la Ruche by Thales, et comme par le passé, j'ai travaillé du coup sur le portage d'une solution physique en solution logicielle qui m'a fait découvrir pas mal de techno, et notamment le Golang. Et depuis un peu plus d'un an maintenant, je travaille sur la création d'un agent offline autonome de détection de CVE qui s'appelle CV Watcher, avec lequel je bosse sur des technos qu'on va dire à la pointe, un peu de ce qu'on sait faire aujourd'hui. Et donc vu que je suis autonome sur le sujet, j'ai pu porter pas mal d'éléments intéressants, notamment le GraphQL, qui est donc le premier outil utilisant le GraphQL pour répondre à cette solution, en tout cas ce problème technique. Alors du coup, qu'est-ce que je fais là avec 770 points ROOTME? Ça n'a toujours pas bougé depuis 6 mois. En fait, moi j'ai un profil de développeur, et notamment de développeur en Go. J'ai bossé sur le Go module du coup GitHub.com.atix NVD API, qui est aujourd'hui le seul module Go qui permet l'interaction avec l'API REST JSON du NVD, puisqu'ils ont supprimé le schéma JSON. Il implémente toutes les structures de données, ce genre de choses, donc c'est intéressant pour toutes les autres implémentations. Ça a déjà été utilisé par le passé pour d'autres implémentations. J'ai travaillé au développement du démonstrateur CVE Detect qu'on utilisera aujourd'hui, qui est un CV Watcher en mode j'ai pas mangé depuis 20 jours, donc très très faible, mais en tout cas qui permet tout de même de faire la détection comme le CV Watcher. J'ai travaillé à l'outil d'analyse du NVD, NVD Health Check, dont on traitera aujourd'hui 2 métriques. Et comme je vous le disais, du coup, ça fait 1 an que je travaille à la ruche sur le domaine, qui fait que je connais donc maintenant assez bien la NVD, la BNF, le SCAP et en particulier les spécifications de CPE qui sont à la base de la détection. Alors, je vous propose d'attaquer sur la compréhension de la NVD. Alors, la NVD, de façon générale, ça veut dire National Vulnerability Database. C'est une base de données qui est gérée par le NIST, donc l'Agence nationale des standards américains. Ça centralise toutes les CVE et ça les valorise via des CWE et CPE. Donc là, je vous renvoie vers la conférence de la dernière fois. Ça existe depuis 1999. CF, du coup, la première CVE qui a existé sur, je sais plus quoi d'ailleurs, LibBSD, je crois. Et tout le monde peut y faire ajouter des CVE, que l'on soit un CNA, donc une autorité, que ce soit Thales Group, Symantec ou je sais pas quoi, ou un développeur seul quand on fait appel au MITRE. Donc vraiment, c'est une base qui est collaborative avec des industriels, des indépendants, des labos, qui que ce soit qui découvrent des vulnérabilités. On a plusieurs flux de données avec ceci, notamment un flux entre guillemets qui est téléchargeable intégralement, qui est mis à jour toutes les 2 heures, qui est donc un flux JSON. On aura aussi un flux XML et un flux RSS.
Je vous conseille le flux JSON parce que XML et RSS, c'est pas forcément le top. Et RSS ne contient que les dernières vulnérabilités des 2 dernières heures. Donc tout ce qui est mis à jour ou quand vous avez besoin de télécharger l'entièreté de la NVD pour un mode offline ou je ne sais pas quel besoin, le flux RSS n'est absolument pas adapté. On a 2 endpoints d'API REST JSON pour accessible, vulnerabilities et products, respectivement pour les CVE et les CPE. Donc ça, on verra par la suite son intérêt. Et donc justement, on attaque le modèle de données en V4. La V5 va sortir dans quelques mois, mais aujourd'hui on parlait de la V4. À droite, c'est une représentation rapido du modèle de données. Et on peut y distinguer 3 grands groupes. En haut à gauche, on va commencer en haut à droite plutôt. En rouge, ce sont les données d'impact, donc tout ce qui est score CVSS. En vert, on aura les métadatas, donc tout ce qui est description. En fait, il y a surtout de la description. C'est beaucoup de bordel pour juste une description. Et en bleu, on va retrouver les configurations, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc c'est pas mal de bordel, on va dire, surtout à droite. Enfin, à droite en vert. Et à gauche, ça peut encore être optimisé un petit peu, puisqu'il y a le dernier objet qu'on peut voir tout en haut, qui n'a jamais été utilisé. Petite parenthèse sur CVSS, donc ça c'était le bloc rouge en haut à droite. CVSS, donc c'est pour Common Vulnerability Scoring System. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, ce score, parce que vous avez déjà peut-être vu des failles en 9.5 ou 9.8, eh ben je vous conseille d'aller voir la spec, vous n'allez pas être surpris, parce qu'en fait CVSS, historiquement, ils ont pris sans une faille, sans une CVE, ils ont donné à la main des critères, ils ont donné un score à la main, et ils ont fait de la régression paramétrique assez salement dessus, ce qui fait qu'aujourd'hui on a des formules pour CVSS V2, V3.0, V3.1, qui n'ont aucun sens. Il n'y a aucune explicabilité possible des résultats. Un score de 9.8, ça ne veut rien dire en soi. En fait, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est le vecteur en lui-même. Mais ça, on va pas trop s'attarder dessus aujourd'hui. C'est juste, voilà, petite parenthèse, un score CVSS, ça n'a pas tellement de sens au final. Je vous mets un papier qui, justement, est à la source de CVSS 4, sur lequel le SIG de First travaille, si jamais vous êtes intéressé. Alors justement, les circuits de configuration. C'est un ensemble de ce qu'on appelle des nodes, qu'on voit assez bien ici. Chaque node peut avoir plusieurs enfants, donc eux-mêmes des nodes. Chaque node peut avoir plusieurs CPE match, et à chaque node on associe un opérateur, donc OR ou AND, et la possibilité d'inverser negate la configuration. Donc ça inversera, on verra par la suite les positifs et les négatifs. Et à chaque CPE match, on associe un état vulnérable, une CPE et un intervalle de version affectée. Donc en fait, ça définit une arborescence en soi, un arbre qui définit un SI potentiellement vulnérable. En plus du modèle de données, on remarque que donc opérateur c'est une énumération, ça c'est défini dans le schéma, enfin c'était en tout cas défini dans le schéma. Negate n'a jamais été utilisé mais le sera peut-être un jour. On a des CPE v2.2 par rétrocompatibilité alors que CPE v2.3 est sorti il y a 11 ans maintenant. Et les CPE name n'ont jamais été utilisés et ne seront sûrement jamais parce qu'ils se sont rendus compte que ça n'était pas très utile en fait. L'idée était on a une CPE v2.2 ou v2.3 et on lui donne un petit nom mignon et comme ça on peut y référer directement. Sauf qu'en fait c'est le bordel parce qu'aujourd'hui il y en a plus de 400 000 donc c'est vraiment pas pratique. Et une node aura des enfants XOR des CPE match, donc soit des enfants soit des CPE match. Dans le cas contraire on aurait des incohérences sémantiques parce que l'arbre ne serait pas balancé, enfin bref. Je vous laisserai faire les tests si ça vous intéresse, mais en tout cas, c'est le cas et c'est normal. Par exemple, la CVE 2021 28378 qui tient sur Gitty, elle peut être représentée par la configuration suivante. Donc, c'est juste une node à la racine avec l'opérateur OR et 2 CPE match qui définissent qu'on a des Gitty de 1.12.0 à 1.12.6 et 1.13.0 à 1.13.4 exclus qui sont vulnérables. Donc, au final, c'est assez simple à lire et c'est traitable facilement par une machine. Dans la réalité, on pourra avoir beaucoup de configurations, des enfants, des CPE presque illisibles, des versions incompréhensibles, un negate et CPE match invulnérable. Donc en fait là c'est vraiment un cas très très simple, ça doit représenter quand même un beau morceau d'ANVD, mais ça n'est quand même pas quelque chose d'anodin. On retrouve 13% de bordel, on va dire, qui sont difficilement traitables. Alors justement, je vais vous parler maintenant des bizarreries du NVD. Une petite vue globale. Donc après 23 ans d'existence, la NVD a évolué avec le temps, et des erreurs sont apparues et persistent à travers justement ce long moment. Par exemple, CPE name n'a jamais été utilisé. On a des CPE v2.3 rétrocompatibles avec CPE v2.2 presque,
sauf un cas. Donc en fait, on peut tout passer aujourd'hui de la NVD en V2.2 vers des V2.3, mais ça n'a jamais été fait. Allez savoir pourquoi. On a la RFC 3339 qui n'est pas respectée, mais on y reviendra. On utilise le terme CPE 23 URI, alors que dans le NIST 7695, il est précisé que les CPE 2.3, ça s'appelle des FS, des Formatted String. Mais en fait, ils ont gardé en tête que c'était des CPE 2.2 qui, là, s'appellent bien URI, donc ça encore, c'est une erreur des concepteurs. Le schéma JSON n'est pas à jour, il est mal fait. L'opérateur, par exemple, dans le schéma pourrait être omis, mais en fait, ça n'a pas de sens, parce que si on n'a plus la condition logique, on ne sait plus évaluer le circuit. L'API REST, elle est limitée par clé, alors que le NVD est intégralement téléchargeable sans aucun problème, donc en fait, ça n'a pas de sens. L'API REST, il y a beaucoup de données, dont on s'en tape le coquillard, hein, très clairement. Donc un petit passage à GraphQL ferait du bien, puisqu'on pourrait ne garder que les éléments qui nous intéressent. Et les CVE avant 2002, donc 99, 2000, 2001 et 2002, sont toutes classées dans les 2002. Et on verra qu'on a aussi pas mal de problèmes avec les configurations en dehors de toutes ces considérations-là. Alors, justement, au niveau de la RFC 3339, donc Date and Time on the Internet Timestamps, ça utilise la BNF, donc ça c'est cool, c'était la conférence de la dernière fois. Ça norme la représentation d'une donnée temporelle, donc juste une chaîne de caractères qui définit une date, avec un certain support des UTC, ça, faut aller voir dans l'aspect que c'est expliqué. Et le NIST, donc, qui a la main dans les normes toute la journée, eh ben, ne respecte pas la norme. Alors, c'est pas la première fois qu'ils le font, mais là, c'est vraiment qu'ils se sont plantés. Je vous donne un exemple assez simple. Au NIST, ils ont défini qu'une timestamp, ce serait l'année, le mois, le jour, l'heure et la minute. Mais dans la 3339, il y a aussi la seconde. Alors, pourquoi est-ce qu'ils se sont pas rendus compatibles? J'en sais rien. Mais dès l'instant où on va implémenter un programme qui va traiter de ces timestamps-là, il va falloir redéfinir le format spécialement pour la NVD. Alors que normalement, c'est censé être du 3339. Et c'est bien écrit que c'est censé être de la RFC 3339. Donc ça, c'est une incohérence qui est assez relou, mais qui n'est pas très grave en soi. Et évidemment, du coup, face à la question de est-ce qu'on ne pourrait pas le changer, la NVD ne le change pas par souci de rétrocompatibilité. Parce que du coup, ça voudrait dire que toutes les implémentations qui appellent la NVD devraient se mettre à jour, en conformité, bon voilà. Ils n'ont clairement pas envie. Autre bizarrerie, comme je vous le disais, dans le NIST 7695, section 6.2, on parle bien de Formatted String Binding, donc FS, et du coup, ils ont utilisé le terme d'URI. Donc ça, c'est du reliquat, du legacy, ils n'ont pas envie de le changer. C'est pas grave. On a un peu de chance, parce que bon, l'API fonctionne quand même assez bien, mais surtout, aujourd'hui, une version 5 arrive, que je n'ai pas encore analysée, mais j'espère qu'il retire déjà le support pour CPE 2.2, parce qu'on va fêter quand même ses 15 ans. Mais surtout, en fait, CPE 2.3 a fait ses preuves en 11 ans, donc on va pouvoir commencer à corriger des problèmes assez relous. Alors justement, je vous parlais en introduction du fait que j'ai bossé sur un petit programme qui n'est pas encore public, qui s'appelle NVDL Check, et qui permet en fait d'amener plusieurs mesures qui amènent une idée de l'état de santé de la NVD. Ça introduit plusieurs métriques. Je vais surtout vous parler des TLC et des MDC. Donc on va commencer par les TLC, les Too Large Circuits. En gros, c'est une CVE qui a au moins un circuit trop large. Un circuit trop large, c'est en gros un cas où on dit juste un composant, peu importe sa version, peu importe l'état dans lequel il est vulnérable. En gros, vous installez un Firefox, et cette configuration-là va dire que vous êtes vulnérable. Que vous l'installez il y a 15 ans ou aujourd'hui, ce sera la même. Donc en fait, c'est des trucs qui n'ont pas d'intérêt à détecter. Ça se corrige, puisqu'évidemment on peut le mesurer, donc on sait quelles CVE sont en faute. Alors après, évidemment, il faut refaire un travail d'analyste dessus pour reconstruire les configurations correctement, mais en tout cas, c'est mesurable. Il y en a à peu près 8000 la dernière fois que j'ai calculé. Petite remarque sur le fait que personne n'ait a priori jamais remarqué ça, ou en tout cas fait corriger. Deux possibilités, soit personne ne l'a vu effectivement, ne s'y intéressait, soit le NIST ne collabore pas. J'ai mon avis sur la question, c'est pas la première fois que je me prends la tête avec le NIST, donc vous avez mon avis. Deuxième métrique qui est assez intéressante, c'est le Max Deepness Circuit. Ça donne en fait la profondeur maximale des configurations d'une CVE. Ce que ça dit, c'est qu'en gros, dans toute l'arborescence des configurations, on va parcourir toute l'arborescence donc, et on va aller voir de quelle profondeur, donc de combien de récursions on a besoin pour aller jusqu'au bout, donc jusqu'aux feuilles de notre arbre. Ça nous donne en fait une idée de l'algorithme qui sera applicable sur cette CVE pour en faire sa détection. Alors on va retrouver d'autres métriques. L'IDT,
Donc pour l'invalid description tag, ça c'est qu'en gros on a vu, enfin il y a deux descriptions de description tag du coup qui ont été données reserved pour une CVE qui n'a pas encore été analysée ou publiée et disputed, oui c'est ça, disputed, quand une CVE a été déclarée mais qu'en fait le vendor n'est pas d'accord, donc évidemment c'est en débat. Allez savoir pourquoi, j'ai remarqué que de temps en temps il y avait un autre tag qui sortait mais qui n'est absolument pas autorisé en soi. Donc l'IDT n'est pas très fort mais l'IDT existe quand même. On va retrouver l'OVI, l'Overlapping Version Intervals. Bon, ça, c'est des incohérences. Par exemple, on va dire tout ce qui est inférieur à la version 6 est touché. Mais en fait, dans la version 5, on a une intervalle aussi de 5.03 à 5.07, par exemple. Et ben en fait, inférieur à 6, ça va couvrir tout ça. Donc en fait, on a des intervalles qui s'entrechoquent, qui ont une coïncidence. Et en fait, ça va venir foutre la merde parce que quand on va vouloir faire de la traçabilité ou de l'explicabilité, en fait, on va avoir un peu de mal à saisir pourquoi, ou en tout cas de façon automatique. On va retrouver aussi les MVI, les Malformed Inversion Intervals, bon voilà. Il y a pas mal de métriques, mais on va surtout s'intéresser au TLC et MDC, et notamment au TLC, parce que si on prend le top 50 des TLC, on va retrouver donc plus de 2500 CVE, juste pour Microsoft. Donc là, sur ce graphe, on peut voir quand même que Microsoft, c'est un sacré champion. Il est presque au double de Siemens qui est juste derrière. Et donc on peut voir que bon, c'est très clairement une exponentielle. Allez savoir pourquoi Microsoft se plante autant. Voilà, je ne sais pas pourquoi moi-même. Mais en tout cas, c'est le cas. Et alors justement, ce qui peut être intéressant, puisqu'on voit qu'il y a quand même des extrêmes assez importants, c'est de retirer les 10 premiers. Et on peut quand même remarquer que on traîne toujours avec un sacré paquet de vendors qui sont, qui ont au moins une vingtaine de CVE qui sont en TLC. Donc en fait, toutes ces CVE-là vont être difficiles à expliquer. Le problème, en fait, c'est que c'est des gros vendeurs. On a Xerox, Sun, Oracle, Intel. On va retrouver SUSE, F5 qui fait Nginx, Canon. Enfin bref, voilà, il y en a vraiment beaucoup. J'ai aussi Mozilla, donc pour Firefox. Donc c'est assez embêtant en fait d'avoir des problèmes sur ces CVE-là parce que c'est des composants qui sont largement déployés et qui sont importants à surveiller parce qu'en fait c'est la première source d'attaque, que ce soit du Office, du Firefox ou je ne sais quel vecteur. En fait, tout ce qui est en front d'attaque, en fait, c'est ce qui va se faire poutrer le plus facilement et ce qui sera le moins détectable possible. À la dernière mesure que j'ai faite pour la première conf, c'était près de un peu plus de 8000 CVE qui ont au moins une TLC. Donc la deuxième métrique, comme je vous le disais, c'est les Max Deepness Circuit. Donc ça, c'est l'MDC. On va retrouver à peu près 6% de la NVD qui est en MDC égale 0. Donc en fait, qui n'a aucune configuration. Alors deux raisons à cela. On va avoir les configurations qui n'ont pas encore été effectuées parce qu'elles n'ont pas encore été analysées par des analystes du NIST, ou alors tout simplement qu'elles ne le seront jamais. Le deuxième cas est évidemment le plus embêtant, puisqu'en fait elles vont s'accumuler avec le temps, et donc c'est des CVE qu'on ne pourra tout simplement jamais détecter, puisqu'elles n'ont pas de configuration. On va retrouver 80% de MDC1, donc ça, on va appliquer dessus l'algorithme de détection non contextualisée MDC1, et après au-dessus, on va retrouver juste du MDC2, à 13,7%, donc un ensemble assez restreint tout de même de CVE, mais face aux 200 000 CVE qui commencent à plafonner aujourd'hui, représente quand même un sacré morceau qui est intéressant à détecter, puisque ce sera à peu près 26 000 CVE du coup à détecter. Voilà, donc on a une majorité quand même de DC1, donc c'est ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui. Donc par nature, le TLC et les MDC0 sont deux ensembles disjoints, puisque les two-layer circuits, ça veut dire qu'il y a des circuits, MDC0 veut dire qu'il n'y a pas de circuit, donc on a bien deux ensembles disjoints. Et donc en fait, si on additionne les deux, on va se retrouver avec un taux d'erreur mesurable à plus de 10%. Donc déjà, juste avec ces deux métriques, on peut retrouver que on a 10% de la NVD qui est foirée. Donc, encore une fois, il y a 200 000 entrées, ça fait 20 000 CVE qui sont foirés. C'est quand même très important, puisque le boulot de la NVD, c'est quand même de permettre ceci. Dans ces mesures-là, évidemment, donc il n'y a pas les métriques que j'ai montrées juste avant. On ne parle pas non plus de la qualité des CPE matchers en eux-mêmes. Donc là, c'est vraiment sur les intervalles de version, sur la qualité de la CPE, ce genre de choses. Ni de la qualité des circuits, puisqu'en gros, parfois, les configurations sont assez mal écrites, les analystes passent assez peu de temps dessus. Et donc, en fait, on se retrouve avec des descriptions qui en donnent plus, enfin, qui donnent plus d'informations que la configuration elle-même. Donc il y a des gens qui ont bossé dessus, donc dans Gaming, qui ont bossé là-dessus, et leur équipe évidemment,
je crois qu'ils sont 6 ou 7, et qui ont en fait proposé un système d'intelligence artificielle qui permettrait de détecter justement le fait qu'il manque des configurations. Alors ça construirait pas les configurations tout seul, ça peut être une piste en tout cas, mais aujourd'hui du coup ils peuvent quand même mesurer qu'il y a un certain taux d'erreur, je me souviens plus de quel taux d'erreur c'est, mais c'est un taux d'erreur quand même assez important, je crois qu'il est au-dessus des 10% aussi. On a d'autres problèmes sur lesquels je reviendrai, notamment le problème du version criteria, qui est là encore un énorme problème qui empêche les algorithmes de fonctionner correctement. Petit dernier point avant de passer à la détection de CVE, donc point sur la souveraineté et le SPOF. Donc SPOF, pour ceux qui ne savent pas, c'est Single Point of Failure. Donc dans un système, quelque chose qui, s'il pète, fait tout péter. Petit point donc sur la souveraineté, définition. La souveraineté, ça désigne l'exercice du pouvoir sur une zone géographique et sur la population qui l'occupe. Source Wikipédia. Dans notre cas, donc la NVD est aux États-Unis. La spécification, donc j'entends par là le schéma de l'API REST JSON, les specs CPE et toutes celles du SCAP, en fait, elles sont aux États-Unis. Elles ont été normalisées au NIST, donc en fait, on n'a pas la main là-dessus non plus. Et en fait, du coup, rien n'est en France. Donc on n'a aucun contrôle sur les données, sur leur accès. Donc en fait, c'est quelque chose qui est à prendre en compte assez sérieusement lors d'une analyse de risque et d'un outil de sécurité. Donc par là, j'entends agent de scan, CIEM, même SOC de façon générale. Puisqu'en fait, si on perd notre accès à la NVD ou que la NVD est foirée, et même pourrie volontairement, ben en fait notre système va en pâtir, et il y a des façons assez simples de le faire complètement tomber en émettant une CVE qui matche absolument tout, enfin une CVE qui matche absolument tout, ce qui va faire que en fait les CIEM vont se mettre à lancer des alertes dans tous les sens, et en fait ça va faire n'importe quoi. Autre petit point, par exemple avec le NISTIR 7697, donc CPE Dictionary, on apprend en fait qu'il n'est pas conforme de déployer un clone du dictionnaire CPE. Donc par exemple, si on a envie à l'ANSSI d'en déployer un clone, mais en fait on n'en a pas le droit. Tout simplement par la spécification. Alors on pourra le faire, mais techniquement on n'en a pas le droit, c'est pas légal. Donc on pourrait proposer des petits systèmes collaboratifs internationaux avec une blockchain, ce genre de choses. Mais donc en tout cas voilà, c'est à savoir, la NVD c'est pas votre ami. Vous avez besoin de ces données pour travailler, mais c'est pas votre pote. Faut y faire gaffe. Donc maintenant qu'on a vu un peu la théorie de tout ce qui est très mignon, je vais vous parler du coup vraiment de la détection de CVE. Donc ça c'est vraiment le sujet sur lequel je bosse très activement. Alors on va commencer avec la question de pourquoi est-ce important de détecter les CVE. Alors j'ai regroupé ça en 4 groupes, on pourra en retrouver plus de raisons. Hein. On va déjà commencer par les raisons d'attaque. Déjà éviter de se faire attaquer par un petit script kiddie qui se fait un petit loto sur Shodan en plein milieu d'une conf avec de G2. On peut éviter de se faire attaquer violemment par un groupe APT, par des ransomware ou ce genre de choses. Slide suivante, je vous expliquerai pourquoi. Mais aussi être à jour dans sa veille de sécurité, donc au niveau de ses composants, de toute sa supply chain, donc de se poser en fait la question de est-ce qu'on est vulnérable. Ça c'est important parce que si on envoie un produit en prod qui est complètement vulnérable, il y a de grandes chances qu'on se fasse poutrer. On a aussi une importance au niveau de notre gouvernance parce que quand on va vouloir faire une MCS, donc un maintien en condition de sécurité, ou un VDD, donc un Version Description Document, on va vouloir savoir justement quelle est notre surface d'attaque. Parce que quand on va communiquer avec d'autres équipes ou d'autres membres d'une équipe, si on n'est pas au courant de notre surface d'attaque, en fait on va juste envoyer en prod de la merde tout simplement, ce qui du coup est à risque. Analyse de risque aussi évidemment, puisqu'on va cartographier notre SI, on va savoir du coup quels sont nos composants, les versions, où est-ce qu'ils sont situés ou ce genre de choses. Donc on va pouvoir en faire de la détection et avoir une EBIOS-CRM qui a vraiment un intérêt sur nos composants eux-mêmes. On va aussi avoir des raisons légales. En fait, tout ce qui va être documents légaux type audit d'OIV, puisqu'on va avoir besoin de lever justement ces détections-là. Mais aussi des raisons assez récentes, puisque aujourd'hui, si on désire vendre des solutions au département de défense américain à partir de 2023, on devra livrer des composants qui ne contiennent aucune vulnérabilité connue. Donc CF, le HR 7900. Ça, c'est un point assez important, ce qui fait qu'aujourd'hui, la société notamment de ChainGuard vient d'arriver sur le marché et est en train de pousser tout le monde vers la sortie, puisqu'en fait, saisir ce marché, c'est saisir tout simplement tous les composants qui vont être vendus au département de la défense, ce qui relève de l'industrie quand même avec la finance la plus importante au monde. Donc très clairement, c'est un très bon client. On va aussi avoir une dernière petite raison, analyse, recherche, déjà pour faire de jolis diagrammes circulaires sur son CIEM favori. Les
Les managers aiment bien, ils arrivent, ils ont un beau camembert, c'est rouge, c'est vert, ils aiment bien, c'est mignon. Mais aussi pour des raisons un peu plus légitimes, comme par exemple étudier les comportements d'attaque, puisqu'on peut croiser des détections qu'on a effectuées dans notre SI avec la base SysAkev, et on va pouvoir définir que en fait notre attaque elle est liée avec ce processus-là d'attaquant, donc on va pouvoir relier ça avec des groupes APT en activité ou qui était actif, voilà, on va pouvoir vraiment détecter des comportements en dehors de juste détecter des vulnérabilités et potentiellement des attaques. Alors je vous parlais justement des attaques APT. Il y a un petit papier qui est sorti il y a à peu près 6 mois, je crois, qui étudie en fait les attaques, 86 groupes APT sur 350 campagnes de 2008 à 2020. Donc c'est quand même un échantillon assez représentatif. Ça se base sur beaucoup de données, hein, donc des flux MISP, des rapports d'audit, des rapports de gestion de crise, voilà, beaucoup d'éléments. Et en fait, entre autres de tout ce que ce document apporte, ils ont prouvé qu'en fait, les groupes APT se basent surtout sur des CVE. C'est très rare qu'ils utilisent des 0D parce que ça nécessite des moyens financiers monstrueux. Et en fait, c'est pas tellement intéressant puisque, en fait, il suffit de se baisser pour choper des composants qui sont vulnérables et les exploiter. En fait, ça coûte rien. On va sur Metasploit, on décrit notre composant, il va nous trouver un exploit. Peut-être que cet exploit sera nul, mais en tout cas, on va trouver rapidement des exploits en ligne sur GitHub ou ce genre de choses. Donc vraiment, en fait, ça a une importance majeure de détecter ces CVE pour éviter de se faire attaquer son SI, par exemple Uber ou je sais plus qui là qui fait GTA. Mais en fait voilà, ça aurait pu leur éviter ce genre d'attaque. Alors je suis pas au courant de tout le processus, mais en tout cas, des failles de ce genre sont détectables et sont importantes à détecter. Si jamais vous voulez travailler avec les données qu'ils ont utilisées, ils ont mis en ligne la base Neo4j avec toutes les données traitées. Donc ça peut être intéressant pour vos projets de 4e année, 5e année ou projets perso à côté. Alors, avant d'attaquer vraiment sur la modélisation, en tout cas sur la détection plutôt. Donc avant de détecter les CVE, on va avoir besoin de faire une cartographie de notre SI. Ça, c'est un besoin essentiel évidemment, c'est documenté par l'ANSSI, c'est recommandé, dans tous les cas, si vous ne le faites pas, vous êtes nul. C'est dit. Vous allez avoir besoin ensuite de construire la CPE V2.3 de chacun de vos composants. Ça va être très long, ça va être complexe, ça va vous prendre des heures et des heures, mais c'est important de le faire. Puisque si vous ne le faites pas, vous n'allez tout simplement rien détecter. Si jamais vous êtes intéressé, dans la littérature, on parle du CPE, Naming Problem. Aujourd'hui, on commence à avoir des gens qui se questionnent sur est-ce que CPE c'est vraiment la solution qui est bonne, est-ce que faut pas qu'on parte vers d'autres solutions. Mais on va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui. En tout cas, il faut juste savoir que ça existe, c'est important, et que le naming problem, c'est un problème encore ouvert après 11 ans. Ou même 15, à vrai dire. Et après ça, on va pouvoir représenter l'arborescence de nos composants. Petit exemple, le SI Perch. Alors, le SI Perch, c'est un petit SI sur lequel on a bossé avec Esteban Mazegoza notamment, lors de notre projet de 4e année, et qui est représenté en substance par ce petit schéma. Donc on a Internet, un pare-feu, un truc OpenVPN derrière, un serveur Proxmox avec une VMDT. Je l'ai monté à l'arrache, donc j'ai mis un plasma dessus. Il y a Docker notamment avec un Git et un MySQL à côté. Voilà, ça c'est un petit plan d'infra. Mais déjà de ce plan d'infra, on peut en faire découler quelques éléments intéressants. L'OpenVPN, on va construire sa CPE, Proxmox pareil, Plasma, SSH, Docker, Git et MySQL. Là, on a une idée, on a déjà répondu au naming problem pour les composants. Maintenant, on va devoir amener toutes les métadatas qui vont autour. Donc, en fait, ce qui est version, target software, target hardware, peut-être des software edition ou ce genre de choses. C'est des données qui ont leur intérêt, puisque plus votre CPE V2.3 sera précise, moins vous aurez de faux positifs théoriques. Alors, dans la réalité, les configurations sont souvent très très larges et trop larges. Donc, ça devrait aller juste avec la part vendor product et version. Mais, dans le doute, c'est quand même vachement mieux d'avoir une CPE 2.3 précise qui vous permettra de savoir exactement l'état de votre SI. Donc, comme je vous le disais, le naming problem, c'est un problème assez complexe en soi, où il faut répondre à plusieurs questions. Quel est le vrai nom du produit? Quel est le nom du fabricant? Par exemple, Nginx, le nom du fabricant, c'est F5. Pour en avoir parlé autour de moi, personne ne le savait. Est-ce qu'il existe des CVE déjà existantes? Si oui, quelles sont les CVE utilisées? Et après, quelle est la version? Quelle est l'édition? Est-ce qu'il y en a même une, l'édition?
Donc on va répondre à toutes ces questions-là, on va crafter la CPE 2.3 et ce sera bon. C'est une opération qui est coûteuse parce qu'en fait elle prend du temps. Il faut le faire à la main, puisqu'aujourd'hui en fait toutes les IA qu'on voit, les scanners ou ce genre de choses, en fait ils se plantent. Il y a des recherches qui ont été effectuées sur des produits Windows avec les logs de Windows, et juste sur 3 composants, ils ont eu un naming problème, en tout cas une réponse au naming problème de 72% de réussite. Donc sur 3 composants, on arrive déjà à des stats qui sont assez merdiques. Donc les IA qui vont prendre tout votre SI et qui vont leur donner des CPE et faire la détection, vraiment, faut prendre des pincettes et il faut être assez délicat quand on dit que oui, il y a toutes ces CVE-là. Faut prendre le temps de vérifier. Et en plus de ça, une fois qu'on a fait toutes ces étapes-là, en fait, ça n'est même pas sûr de fonctionner en soi. Puisqu'on peut avoir des mises à jour de l'entrée CPE, donc CF le NISTER 7697, ou tout simplement une mauvaise représentation de notre arbre de dépendance, où on va perdre la capacité du MDCN, donc à peu près 13% des CVE qui ne seront pas détectables. Bon, les MDCN le seront toujours, mais comme je vous le disais, 13% de 200 000, ça reste 26 000 CVE. Et évidemment, il ne faut pas inventoriser que ce qui est en première ligne. Parce que supposons qu'on ne surveille que ce qui est directement soumis à Internet, type pare-feu, serveur web, VPN ou ce genre de choses, une faille dans le pare-feu est découverte qui permet à l'attaquant de passer au travers. L'attaquant passe dans votre infra, il se fait un petit tunnel, un petit VPN, je ne sais quoi, en tout cas un deuxième accès bien plus agréable. Votre infra n'est pas cartographiée, inventorisée et donc surveillée. Avec un peu de chance, vous n'avez pas de log, donc vous passez en modèle réaction et pas anticipation dans votre gestion de crise. Et donc à partir de là, vous allez juste vous faire éclater dans tous les sens. Donc vous avez le droit de refaire votre infra, contacter vos clients, la CNIL, voire même l'ANSSI. Donc vraiment, n'inventorisez pas que ce qui est en première ligne. C'est votre priorité, mais c'est pas la finalité. Donc évidemment, inventoriser tout votre SI, il va falloir un peu automatiser le job. Comme je vous disais, c'est compliqué, avec des IA ou avec des algos. Sinon, c'est la case des pressions. Pour avoir déjà bossé sur l'inventorisation de 300 composants, ça m'a pris 2 semaines et c'était très peu passionnant, j'ai arrêté de le faire. Alors, petite interlude NVD sur justement la détection de CVE. Que nous dit la NVD sur la détection de CVE? On retrouve sur la page avec le lien précédent le petit bloc suivant qui nous donne 3 cas. Alors on va avoir le cas basique, le cas running on with et le cas advanced. Le premier cas, il est couvert par l'algorithme MDCN que je vous montrais juste après. Les 2 suivants MDCN, donc c'est ceux qui représentent 13% de la NVD. Donc il est bien expliqué dans l'algorithme ensuite. Donc ça c'est juste après ce bloc qu'on a vu juste avant. Il est bien expliqué qu'un CPE match, on fait le matching de la façon suivante. On prend le CPE 2.3, on vérifie que c'est un subset ou non, et ensuite on applique les bornes, une comparaison de bornes. Mais en fait, on n'a pas de réponse au problème du version criteria. Le problème du version criteria, en fait, c'est le problème qui définit la façon en fait dont on va réagir un analyste. C'est-à-dire, il a un composant en face de lui qui est vulnérable dans un certain nombre de versions. Quelle est la raison pour laquelle il va faire une énumération de CPE ou définir un intervalle plutôt. Et ce problème, il n'est pas explicité. Donc on va se retrouver avec des cas vraiment très bizarres et très complexes à traiter, avec des parenthèses, avec des tirets dans tous les sens, qui sont assez chauds à traiter, et qui représentent, je crois, de peut-être 97% des cas. Alors, 97%, c'est des cas traitables avec SEMVer. Donc il y a quand même un petit morceau qui n'est pas traitable. C'est pas majeur, mais ça fait quand même toujours un morceau qui n'est pas traitable pour des raisons assez bêtes. Et évidemment, le NIST ne nous donne pas d'algorithme pour faire ça. Il nous dit juste, faites-le. Donc en fait, tout le monde le fait un peu à son bon vouloir, et en fait, on se retrouve avec des résultats qui ne sont pas les mêmes selon les différentes personnes. Et entre-temps, en fait, dans cette explication d'algorithme-là, le NIST a oublié MDCN, donc les cas qui ne sont pas basiques, donc running on ou advanced. Puisqu'en fait, les portes logiques de nœuds, donc or ou end, ne sont pas données. Le negate n'est pas traité, et les arborescences de composants ne sont pas précisées en soi. Donc en fait, vraiment, le NIST, ils vous ont mis tout l'environnement, ils vous donnent les données, ils vous disent un petit peu comment les traiter, mais ils vous laissent très très libre, ce qui fait qu'on a des résultats en fait qui sont vraiment au bon vouloir de chacun. Alors, comme je le disais juste avant, l'export de la NVD s'est mis à jour toutes les 2 heures, donc on peut avoir des latences à la synchronisation. Ça, c'est normal.
À la limite, 2 heures, c'est pas très grave. C'est normal aussi du fait que les analystes ne sont pas des machines, donc certaines CVE peuvent mettre du temps à apparaître, quelques heures ou quelques jours, donc ça c'est le rythme le plus habituel, voire quelques semaines parfois pour des cas vraiment très complexes, notamment quand ça touche de failles hardware sur des processeurs. Ça peut prendre plusieurs mois, même, puisque en fait il va falloir prendre chaque processeur un par un, vérifier les attaques, faire la CPU, voilà, ça peut vraiment prendre beaucoup de temps, puisqu'en plus les labos les analysent les uns après les autres. En plus de ça, on a certaines règles internes qui donnent des résultats très discutables, notamment avec les projets open source, puisqu'en fait, leur pratique aujourd'hui, c'est de prendre le projet open source, par exemple, on va dire à tout hasard, github.com pandatix go CVSS. Ce qu'on pourrait se dire, c'est que du coup, vu le nom, le vendor va être pandatix et le product go CVSS. La règle interne, c'est on prend le nom du projet, on met underscore project, et le nom du vendor, ce sera ça. Donc on se retrouve avec la CPE, donc CPE 2.3 A, donc part A, donc une application, dont le vendor est GoCVSS Project, le produit GoCVSS dans certaines versions. On a un vrai problème avec ça, puisqu'en fait quelqu'un demain sort une autre implémentation avec GoCVSS, ils vont faire la même CPE, alors que ce n'est pas du tout le même composant. Donc vraiment, c'est un peu le bordel de partout, et même s'il y a 10% de taux d'erreur au début, on va retrouver des erreurs à toutes les étapes. Donc maintenant, je propose de passer vraiment à la partie comment est-ce qu'on fait vraiment la détection. Donc, si on peut détecter une CVE sur une seule profondeur, on va couvrir 80% à peu près des cas. C'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. L'objectif, il y en a deux. Donc les objectifs. Il faut être capable de faire correspondre des CPE match, donc avec la fonction que je définis juste après, le prototype que je vous donne. Et il faut aussi être capable de parcourir un arbre de nœuds, une arborescence, et classer en deux groupes les circuits vulnérables et non vulnérables, donc positives et negatives. On va commencer par l'algorithme match, donc celui qui évalue vraiment les feuilles de notre arborescence. Ce qui va se passer, c'est d'abord qu'on va se concentrer sur le fait que les CPE soient inclus l'une dans l'autre ou non. Ça, je vous renvoie vers le NISTIR 7696, je vais pas l'expliquer aujourd'hui, je l'ai expliqué à la dernière conférence, mais en gros ça définit juste qu'il faut que nos composants soient coïncidents, sinon ça n'a pas de sens de faire une détection dessus. Donc on fait juste ce filtrage là, et après on passe à l'étape suivante. L'étape suivante justement, c'est la comparaison des bornes. On vient juste vérifier qu'il y a au moins une borne de définie, et sinon on retourne faux. Enfin on retourne vrai, pardon, parce qu'on a matché juste avant. Et en dernière étape justement, c'est la fonction que j'appelle version in, qui en fait vient faire cette comparaison là. Donc j'ai pas de proposition d'implémentation de cette fonction. Je l'ai testé avec l'implémentation de GoVersion de HashiCorp, et j'obtiens un taux de succès de 98,3%. Donc encore une fois, c'est un taux d'erreur qui est à rajouter, donc le 1,7%. Pro tip pour vos implémentations, pour éviter les faux positifs, retournez faux dès l'instant où vous aurez une erreur sur le parsing des versions, si vous avez justement un traitement XMVR. Si vous mettez vrai, vous allez avoir des faux positifs, vous n'allez pas comprendre d'où ils viennent. Donc vous risquez de passer à côté, mais de mon avis, vaut mieux passer à côté que d'avoir des CVE qui se lèvent dans tous les sens et qui n'ont aucun rapport. À la limite, refaites faire les CVE qui ne sont pas bonnes, si vous les voyez, et ça profitera à tout le monde. À noter que cette petite, ce pseudocode, cet algorithme, ne supporte pas le cas où la target contient une wildcard, donc une étoile, ou des question marks. Donc il y a encore du boulot à fournir là-dessus, mais de façon assez générale, ces cas ne devraient arriver que dans un cadre de recherche. Dans la réalité, on n'a pas de composants qui ont des étoiles ou des mots, enfin des caractères qu'on a perdus. Donc ça ne devrait pas se produire. Évidemment, on peut toujours le faire. Étape suivante, donc, une fois qu'on a match, on vient appliquer MDC1 dessus. L'idée de MDC1, c'est d'abord on crée deux groupes, les positifs et les négatifs. Donc ça, c'est les chemins dans notre arborescence qui vont être positifs, donc qui vont matcher, et les négatifs, ceux qui ne vont pas matcher. On va évaluer chaque CPE match avec l'algorithme match, donc ça, c'est les lignes 8 à 15, j'espère que vous voyez bien. J'ai peut-être pas trop d'espoir. En tout cas, les slides seront dispo si jamais, donc vous pourrez le relire. Et on vient les classer, justement avec le résultat de match, dans les positifs ou les négatifs, et après on vient évaluer la condition logique. La condition logique, c'est juste si l'opérateur est mis à « et », donc « end », et que en fait les négatifs, qu'il y a des négatifs, en fait tout est négatif, puisque s'il y a un négatif, tout devient négatif.
Donc c'est assez simple en fait MDC en soi. C'est un peu le fouillis. Et on va dire que l'opération, enfin deux opérations complexes, c'est dans ce code-là la ligne, enfin c'est dans match plutôt. Donc slide juste avant, match la ligne 1. Et ici la ligne du coup de bah non, en fait, tout est dans match. J'ai rien dit, toute la difficulté est dans match. MDC1, en final, c'est assez simple. Attention, MDC1, ça ne prend pas en compte le fait qu'il y a une négation possible. L'idée de la négation, c'est qu'on inverse en fait les positifs et les négatifs. Donc ça, c'est simple. On vient juste faire la vérification à la fin, juste avant de retourner les positifs et négatifs. Est-ce que negate existe et est-ce qu'il est vrai? Et dans ce cas, bah, positif de négatif et négatif positif. Alors, pourquoi faire des groupes plutôt que de juste retourner un booléen vrai si jamais il y en a un. Donc si jamais on a une détection, donc de shortcut un peu la partie de détection. Alors déjà bah, pour le support de negate si un jour il arrive, mais surtout en fait pour la traçabilité et l'explicabilité. Parce qu'en fait si on fait juste une détection et on dit bah c'est vulnérable, on va se poser la question après de ok mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut que je corrige? Parce que quand on a une CVE qui est juste sur un composant, ça va. On sait que c'est ce composant, que les versions sont pas bonnes, on va regarder, on va trouver. Quand on se retrouve avec un composant qui a 40 configurations sur une vingtaine de composants différents, là, ça devient le bordel à comprendre pourquoi. Donc l'idée du circuit matcher, je le présenterai pas aujourd'hui, mais il est dans CVE Detect qu'on verra juste après, c'est vraiment de pouvoir expliquer, avec une chaîne de caractères compréhensible par l'humain, mais aussi par une machine, pourquoi ça a matché et où ça a matché. Donc si on veut vraiment apporter cette capacité-là à nos outils, on est obligé de retourner les groupes positifs et les groupes négatifs. Donc, dernier petit rappel, encore une fois, MDC1, ça ne couvre que 80,3% des CVE de la NVD aujourd'hui. Donc maintenant que vous savez à peu près détecter justement ces 80% de NVD, eh ben vous allez pouvoir voir ce genre d'éléments-là. Donc ça, c'est vraiment une configuration comme elle est représentée dans l'API du NIST. Donc on peut voir que, comme je vous le disais, c'est un opérateur défini à la racine, avec des CPE match. Alors vulnérable, ça c'est pour MDCN. La CPE 23 URI qui devrait être CPE 23 FS, qui est à matcher, et les bornes de version qui sont définies, donc ici start including, end including, et start including, end excluding. Donc voilà, maintenant vous avez en gros les bases pour faire ces détections-là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas tellement complexe. Le seul problème, c'est que ça n'a jamais été normalisé, et que en fait, ça ne couvre pas tous les cas, et que ça ne répond pas à des questions assez fondamentales, comme comment est-ce qu'on fait la comparaison de versions. Malgré cela, je vous propose de faire un petit jeu qui va consister à aller visiter quelques petits sites, donc sans scanner, sans scanner, sans attaquer. On va juste récupérer les informations de valeur dans les headers et les bodies du service web. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour au niveau de unif-ubs.fr, au niveau de NIST.gov, c'est les copains, de Storm Shield parce qu'ils ont parrainé la dernière promo de l'NCBS, c'est un cyberdéfense, d'aller au niveau d'NCBS.org parce qu'il y a le portfolio, et hack2g2.fr parce que la dernière fois que je les ai attaqués, ils n'étaient pas contents. Donc je continue. Donc on va commencer par aller faire un petit tour, comme je vous le disais, si je me retrouve là, au niveau du NIF-UBS. Alors, ce que j'aime bien faire, depuis quelques mois maintenant, c'est d'aller regarder en fait au niveau de CertSH, d'aller trouver en fait les certificats qui ont été émis pour certains endpoints d'un certain point. Oui. Ah, effectivement, vous n'avez pas le retour. Très bonne remarque, tu viens de me le dire. Voilà, donc comme je le disais, cette fois c'est bon. Donc on va retrouver sur CertSH en fait pour unif-ubs.fr plusieurs endpoints. Alors, je ne vous demande pas de faire du pentest sauvage, je ne vous le conseille pas. Néanmoins, c'est ce que je vais faire. Par exemple, on va aller sur la forge de l'Irisa. Cette forge est publique, hein, je parle bien, je n'ai accédé à aucun système de façon compromis, il n'y a rien de très très grave. Juste, c'était dans la liste. Là, on peut le voir, Git CDR ou même lab-git.unif-ubs.fr. Et on va retrouver en fait des versions intéressantes, comme par exemple le fait que du coup ce soit un Gitty 1.17.2. Et donc ça va me permettre de crafter la CPE 2.3. Alors je vais pas le faire maintenant, je l'ai déjà fait avant la conférence, donc je vais vous montrer juste après. Mais donc ça va me permettre d'acquérir beaucoup d'informations. Comme vous pouvez le voir à la taille de la scroll bar, il y a vraiment beaucoup de trucs qui sont émis. Comme par exemple ceci, le Proxmox du labo.
Fun fact, il est vraiment accessible. Donc, il y a vraiment des trucs très marrants à faire au niveau de la détection. Encore une fois, n'attaquez pas. La loi Godefrein, elle va vous foutre en prison ou avec des amendes qui vont ne pas vous faire rire. Mais en tout cas, c'est là. Donc c'est à savoir. Si jamais un jour le labo a envie de faire des petits essais avec de l'équipement de l'UBS, vous pouvez couper le labo. Évidemment, on peut aussi trouver des problèmes de configuration, comme le fait par exemple qu'on a accès au code source du labo, et notamment, du coup, au plan Ansible de tout le labo. Donc si vous voulez faire de la reconnaissance sur un SI auquel vous n'avez pas accès, bah, c'est le cas typique de comment le faire. Alors on va pas aller plus loin évidemment parce que ce serait le bordel. Par contre, maintenant on va aller sur une liste. Mes petits copains. Au niveau du NIST, on va retrouver pas mal. Hein. Ils n'ont pas émis des certificats en wildcard de partout. Et on va retrouver des petits sympas. Alors je crois qu'il y a lui qui est mignon comme tout, qui m'a un peu fait rire. Non, c'est pas lui. Ah, attends, je vais le retrouver rapido. Je crois que c'est lui. Parce qu'il y a Inside dedans, donc j'ai tilté. Voilà, c'est ça. On va retrouver des endpoints très marrants qui sont exposés. Hein. Donc là, on a très clairement un warning d'accès à des systèmes très sensibles, appelés pare-feu. Donc vraiment, en fait, la phase de reconnaissance que je détaillerai juste après, on peut la faire assez facilement, sans beaucoup d'efforts, et c'est presque automatisable. Puisque vous allez sur ScriptSH, vous récupérez les endpoints, vous faites un curl, pour la plupart, ça va répondre sur 80 ou 443, vous parcourez la page, vous cherchez des versions, ou au moins déjà filtrer sur ce qui répond, et vous allez trouver des trucs très marrants. Alors on va pas aller plus loin, parce que comme vous l'avez vu, il y a quand même une notice d'accès, donc je vais éviter de me faire squatter demain matin. Mais en tout cas, il y a beaucoup de trucs, hein. Vous pouvez le voir, j'ai parcouru pendant 3-4 heures. On va retrouver des trucs très marrants comme, je crois, SOC, donc c'est CIEM directement. Ou alors c'est un Splunk peut-être? Oui, Splunk, voilà. Voilà, le Splunk du NIST, amusez-vous bien. On va retrouver au niveau de Storm Shield aussi. Donc Storm Shield, ils sont assez délicats, ils n'ont pas émis trop d'endpoints. Il y en a juste un qui m'a fait rire, c'est Print. C'est le seul auquel on apprend des choses. Alors on n'apprend pas beaucoup sur la page en elle-même. Par contre, si je fais un petit F12 et qu'on fait un coup de réseau, le printstormshield.com, on apprend, alors je sais pas si vous le voyez bien, qu'on tourne sur un Apache en 2.4.6 sur CentOS. Donc ça, merde, c'est un cas assez con, mais là juste en pingant le printstormshield.com, bah en fait j'apprends qu'il n'y a pas qu'un serveur d'impression, il y a un serveur web qui est pas mis à jour depuis des années, même des décennies, et qui tourne sur un CentOS. CentOS, c'est aussi des décennies. Hein. Donc vraiment, c'est un cas con. Mais c'est super simple en fait de faire de la reconnaissance. On n'a pas besoin d'aller lancer du Nmap, scanner tous les ports, taper toutes les technos. Parfois, il faut juste un bon service web. Et là, 2.4.6, je vais pas vous montrer parce qu'il y en a des centaines de CV là-dessus. Mais vraiment, vous avez de l'exécution de code arbitraire à distance. Hein. Donc si jamais vous voulez jouer sur les serveurs de Storm Shield, je pense qu'il y a de quoi faire là. Mais on va pas le faire. Évidemment, quand je dis vous pouvez jouer dans un lab local. N'allez pas taper Storm Shield, s'il vous plaît. C'est les parrains de la promo, ce serait con qui dégagent. On va sur Hack2G2. Alors, Hack2G2, comment dire? Il y a beaucoup de trucs publics. Voilà, on va trouver gestion. On va trouver le drive. Alors, je vais pas donner les versions de tout parce qu'ils vont encore m'en vouloir. Mais le Nextcloud, il est vulnérable. Le panel de gestion, il n'est pas sécurisé. Et dedans, on apprend la version du PHP sur lequel ça tourne. Hop, PHP 7.3.10. Les vidéos, bon, je vais pas m'amuser dessus, mais bon, vous avez un accès sympa. Normalement, je crois que ça devrait aller. Celui-là, ça devrait aller. Le petit code IMD. Voilà, si jamais vous voulez un petit accès sympa pour pour faire un peu de Markdown à la maison, Hack2G2 vous donne ses accès. Donc voilà, il y a vraiment du job. Alors, je vais juste couper la rediff un petit instant pour aller télécharger les fichiers que j'ai oublié de télécharger. Bon, alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarré CVEdetect. Alors, pour rappel, CVEdetect, vous le trouverez ici. Et si jamais, il y a une doc sur comment le lancer sur le repo. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on peut venir sur CVEdetect et lui demander, lui faire des petites requêtes sympathiques. Alors, je pourrais difficilement zoomer. Mais en gros, lui demander, par exemple, bah, donne-moi les CVE pour Gitty, tiens. Hop, il va nous faire une petite recherche. J'ai évidemment pas relancé le système. Donc, il va pas faire de recherche longtemps. Hop, pour que ça se lance, ça devrait pas prendre trop longtemps. Le PC est quand même assez efficace.
Alors évidemment, il faut que ça charge quand même de 200 000 CVE, hein, donc là, ça charge quand même énormément de données, ça va assez vite, mais ça prend quand même un peu de temps. Voilà. Oui, petite question. Oui, alors justement, c'est ce que je disais en fait. Avant, oui, pardon, excusez-moi. Avant les années 2000, est-ce qu'il y avait des CVE? Oui, comme je disais. Il y en a eu de 99 à 2002, et en fait, ils ont toutes mis en 2002, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc plutôt que de faire des zips de 4 MO, ou même moins en fait, parce que celui-là, je crois qu'il fait 4 MO, ils ont tout mis dans 2002. Donc voilà, maintenant que le système a démarré, on peut faire nos requêtes, et ça va presque instantanément. On est vraiment sur des perfs qui éclatent tous les systèmes. Hein. Donc voilà, donc on va retrouver pas mal de CVE. Là, c'est toutes celles de Gitty par exemple. On peut ajouter des petits composants dessus, par exemple le Gitty de l'Irisa. En 1.17.2, on va voir qu'on ne trouve pas de CVE, mais par contre maintenant, si je dis que c'est un 1.16.2, comme ce qui était jusqu'à très récemment, là on va en trouver. Donc c'est un exemple typique d'utilisation de CVE Detect, qui montre qu'en fait c'est au final assez simple à utiliser, et ça va nous permettre de faire des détections assez facilement, de façon efficace. Voilà, alors on va faire peut-être une détection rapide au moins. Hop, un deuxième oui. Alors, c'est des docs, c'est des CV detect. Go run cmd, importeur go. Alors attendez, comment que ça fonctionne ce système déjà? Nickel. J'ai codé ça il y a plus de 6 mois. Donc, alors évidemment, c'est automatisable en CLI. Donc on va aller dans les samples, par exemple, et on va aller charger. Par qui qu'on commence? Le NIST. Allez, on s'amuse. Le NIST, et au niveau de l'URL, on va faire du http://localhost 8080. Voilà. GraphQL. On envoie tout ça, ça nous a chargé tout ça. On va faire une query components. Je vais reload, ça j'aurai l'autocomplétion. Là, on va récupérer les ID des composants, leur nom, leur CPE pour être sûr de ce qu'on fait, nos CVE, qu'est-ce que t'as toi? Et on va récupérer l'ID, la description, et on va espérer que c'est des trucs un peu à jour. Donc on va prendre le basecor CVSS 31, 33.1, et le vecteur. Pourquoi tu cries toi? Oui, bah écoute, crie tout seul. Hein. Allez, prends ça. Les components, non, rien du tout. Voilà. C'est un de trop. Voilà. Et donc là, donc je vous donne pas exactement où ils sont situés évidemment, même si dans le fichier sample, je pense qu'on peut le trouver, hein, tout clairement. On va faire un petit 4, tiens. 4 samples. Non, pas une V2 directement. Misgov, voilà. Si jamais vous faites une pause, vous trouverez tout ça. Hop, voilà. Et donc en fait, on va trouver quand même pas mal de CVE. Alors je vais pas passer dessus parce que bon, ce serait un peu montrer que le NIST n'est pas à jour sur ces versions. Ce serait quand même très dommage de montrer ça. On va peut-être quand même juste s'arrêter un petit instant. Voilà. Donc là, bon, ça c'est le labo. Là c'est un Apache. Là c'est toujours du Apache. Donc là-dedans il y a de la RCE. Il y a du parcours de dossier. Il y a du PHP avec de l'exécution de commandes arbitraires, encore du RCE. On peut retrouver, comme vous voyez là, du 9.8. Bon voilà, bref, c'est le bordel. Et il n'y a pas tellement de composants. Hein. Vous pouvez voir, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Sachant qu'il y en a 2 qui sont quand même du Nginx. Donc ça peut aller très très vite. Vous prenez votre SI, on va dire genre un SI perche, c'est une trentaine de composants, ça devient le bordel hein, si c'est pas à jour. Donc je vais passer parce qu'il n'y a plus trop de temps. Mais si vous êtes intéressé, je pourrais vous montrer des exemples un peu plus complexes et un peu plus complets de détection qu'on peut faire, mais en fait ça peut vraiment devenir le bordel et on peut vraiment avoir beaucoup d'éléments. Alors, on va passer rapido. C'est bon, ça fonctionne. Comme je vous le disais, les configurations peuvent être profondes comme des C1, donc il va falloir qu'on soit capable de gérer ces composants-là. Je bosse sur une généralisation de MDC en MDCN avec Esteban, mais pour le moment, c'est encore pas ça. Mais on l'abordera pas parce que bon, c'est quand même assez complexe en soi. Ça fait les mêmes détections et ça ajoute des détections plus complexes. Donc si vous êtes intéressé par ça, regardez CVE Detect et vous trouverez des trucs sympas.
On va passer sur ce cas-là. Petit point sur aussi la supply chain. Quand vous avez un composant en lui-même, peut-être qu'il n'est pas vulnérable. Par contre, sa supply chain, elle peut l'être. La première fois que j'ai fait la conférence, j'ai pris le site vitrine d'Hack2G2. Ils faisaient tourner un Ghost 4.16. Ils étaient à peu près au courant qu'il y avait des failles, ils savaient pas où. Bah, j'ai ouvert Snyk, je lui ai envoyé Ghost 4.16. Bah, ça a pas loupé. 21 high, 14 medium, 3 low. Donc, il y avait aucune détection faite par CVE Detect en MDC1 parce que Ghost n'avait pas de faille en soi. Par contre, toute sa supply chain était poutrable. Donc, c'est encore un problème parce que si vous représentez votre SI et déjà vos composants, c'est déjà un très très bon effort. Par contre, ça ne couvrira pas tous les cas. Encore la problématique de la supply chain, ça va nécessiter en fait de connaître pour tous vos composants leur dépendance, leur version. Donc, c'est vraiment en fait une usine à gaz si on va vraiment loin. Donc, faut savoir un peu jauger où est-ce qu'on s'arrête, où est-ce qu'on s'arrête pas. Et ça peut devenir très complexe. Oui, effectivement. Comme on me le fait remarquer, on peut être vulnérable à une faille, mais ne pas utiliser le composant vulnérable. Et c'est justement la slide d'après, c'est trop fort. On anticipe justement parce qu'en fait, la détection en soi, c'est une phase intermédiaire. Au début, on fait une phase de reconnaissance, de scanning et d'inventorisation. Après, on fait notre détection. Et après, on va venir confirmer. Parce qu'une fois qu'on a toutes nos informations de notre SI, on va venir détecter, en fait, on va venir filtrer et sortir tout ce qui n'est pas intéressant. Et une fois qu'on aura notre détection, qu'on saura à peu près où il y a des vulnérabilités potentielles, on va venir les confirmer. Donc c'est là où on va dire, en fait, j'utilise bien ce morceau-là qui est vulnérable. Ou au contraire, je ne l'utilise pas. Donc en fait, je suis vulnérable en soi, mais je ne suis pas touché. Donc oui, détecter des CVE, ce n'est pas tout, mais déjà, ça vous donne une très très bonne idée de où il faut se concentrer. Petit point aussi sur la phase de reconnaissance, scanning, inventorisation, parce que je vais aller très très vite après dessus parce qu'on a plus beaucoup de temps. Un scanner comme Nmap ou d'autres outils, j'en ai pas trop en tête là, qui vous dit il y a des failles, il a rien compris. Son job à lui, c'est de faire de la reconnaissance, c'est pas de faire de la détection. Dans la plupart des cas, pour avoir regardé comment fait Nmap ou Shodan ou quoi, ils le font très mal. Donc, ne les croyez pas tellement, prenez les informations qu'ils ont acquis, passez ça à un outil comme CVE Detect qui fera correctement la détection et qui ne fera pas de confirmation de reconnaissance, qui est vraiment focus sur un point et qui le fait très bien. Et après, vous irez confirmer avec des outils comme Oval, Metasploit ou je ne sais quoi. Mais donc du coup, le job de scanner, ce n'est que de cartographier la cible. C'est pas de la tester, c'est pas de faire des tests de confirmation ou je ne sais pas quoi. C'est juste la cartographie. Quand je vous parlais des petits problèmes au niveau des CIEM, en fait, c'est aussi là-dessus. Un CIEM, ça doit comprendre donc la capacité de détection de la menace, la capacité d'investiguer sur un événement et la capacité de donner quelques métriques intéressantes sur l'efficacité des actions prises. Donc ça, c'est d'après Varonis, ils sont quand même assez bons dans le domaine. Ça a passé par plusieurs moyens, donc des puits de log, une gouvernance carrée, donc MCS, MCO, des équipes formées et mobilisables, ce genre de choses. Mais du coup, ça va nécessiter une cartographie, puisqu'évidemment, au CIEM, on ne va pas lui donner rien à... Tiens, je donne le deuxième. Nous revoilà, excusez-nous, petite coupure de jus. Alors, comme je disais, du coup, nos CIEM, du coup, ils ont une capacité de détection de CVE. Alors, je vais pas passer sur tous les CIEM parce que du coup, on n'aura pas le temps. Mais du coup, les CIEM font ce genre de phase-là, et donc en fait, la détection de CVE, c'est vraiment un morceau important dans vos CIEM. On va aller vite, c'est flou, donc on va prendre des exemples. Je donne une petite liste non exhaustive, évidemment, d'outils que j'ai dans ma petite liste de trucs à analyser. Et pour vous donner un exemple, je vais aller tacler Open Security Serious, qu'on avait vu à la première conférence pour sa grande capacité à ne pas savoir faire des CPE. Donc ça, c'est un outil sur lequel bosse Mathieu Toussaint. Donc Mathieu Toussaint, c'est le directeur de la société Open Security qui est domicilié aux États-Unis et qui fait des audits pour des petites boîtes comme le département de défense américain, ou NJ. Voilà. Donc ça, c'est censé être à peu près le fleuron de ce qu'on sait faire. Alors, où est passée ma souris? Où est passée ma souris sur l'écran? Pour rappel, il propose un petit panel comme s'ensuit. Donc c'est un petit panel tout mignon qui va nous dire, on va recommencer encore une fois,
qui va nous dire, bon ben voilà, ça c'est l'état de tes failles, alors tu as un micro SI avec 21 machines et tu arrives quand même à avoir 4000 CVE, bon, bien joué BG. T'as 21 machines, 328 vulnérabilités, bon j'arrive pas à comprendre comment tu fais tes calculs, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est un panel qui est assez fréquent à trouver sur un outil. Mais une horreur. Je ne sais pas viser. Ce qu'il vient faire, Mathieu Toussaint, c'est qu'il vient ajouter dans son petit host là-haut une nouvelle machine. Il vient nous ajouter, comme je le disais, dans le DC1, une machine, un Windows, un 2008 R2, avec une IP, il vient de définir des composants, il vient nous crafter des CPU qui n'ont aucun sens. CF, la première conférence où je me suis foutu de sa gueule très ouvertement et je continuerai de le faire. Allez, avance un peu. Donc voilà, donc là il nous envoie des CPU qui n'ont pas de sens, mais il arrive quand même à faire la détection de CVE. Et alors on va pas le refaire parce qu'on n'a pas le temps, mais Esteban avait vérifié pendant la première fois de cette conférence ce qu'il a envoyé, il y a des trucs qui n'ont aucun sens. Donc demain, NJ vont faire des détections, il va y avoir des alertes levées dans le SOC avec ce genre d'outils qui se foirent complètement. Donc je lui ai déjà dit 2-3 fois comment faire des détections, il veut pas entendre parce que un mec de 40 ans, il va pas recevoir quand même des conseils d'un gars de 20 ans. Mais donc du coup, si vous voulez mettre de l'argent quelque part, ne le faites pas chez lui. Voilà, pro tip. Ou en tout cas, réévaluer ce genre de cas-là. Un autre petit cas qui me semble important à faire avant de shortcut la fin de la présentation, c'est Vulners. Alors, Vulners, il vous propose une base avec pas mal d'éléments. Notamment des éléments sur l'API, enfin sur des CVE en soi. Alors, hop, on va refaire un petit coup de échappe sur la presse, je vais vous montrer. Leclerc qui robot, bah non. Merci. Bon, alors je vais pas le faire parce qu'il va me saouler. Mais donc en gros, il vous propose un flux que je montre juste à côté là, qui est littéralement la NVD, donc tout à droite, présenté différemment. Et si on regarde donc le petit bloc à gauche, on apprend que maintenant la même faille qu'on a vue jusque-là, on n'a même plus l'idée de OR ou N ou quoi, l'opérateur a disparu. On sait juste maintenant qu'on est touché sur du Gitty, jusque-là c'est bon, en version inférieure à un 12.6 strict, pour un truc qui s'appelle Gitty, merci, on n'est pas saisi, ou alors inférieur à égal à 1.13.4. Le problème d'inférieur ou égal, inférieur strict, pardon, à 1.13.4, c'est qu'en fait, ça va tout matcher en tout. Et en fait, Gitty, c'est sympa parce que c'est le cas, mais il y a beaucoup de CV où c'est absolument pas le cas. FortiOS, c'est absolument pas le cas. Donc en fait, Vulners va vous proposer un flux qui a déjà des erreurs, va vous faire un traitement de merde dessus, et va retirer tout MDCN et MDC0. Donc, si vous utilisez Vulners, arrêtez. Et si jamais vous avez pour idée d'utiliser une solution qui utilise Vulners, ne le faites pas non plus parce qu'elle va se planter. Aujourd'hui, tout est centralisé à la NVD. La NVD fait déjà un énorme boulot sur le traitement de ces données-là. Donc, rajouter encore des phases par-dessus qui rajoutent du bruit, ça ne sert à rien. En plus de ça, là je vous le montre pas, mais les CVSS sont très mal présentés en termes d'API, donc c'est vraiment des données foirées. Les configurations sont nulles, enfin bref, voilà, c'est vraiment le foutoir. Tenable Nessus, c'est à peu près pareil. Donc Tenable Nessus, ils ont quand même une suite de logiciels de sécurité avec de l'audit de code, des SIEM, des scanners, ce genre de choses. C'est l'API de la NVD avec quelques petits ajouts qui n'ont pas vraiment d'intérêt, hein, très clairement. J'ai pas encore eu le temps de trop l'utiliser, je vais peut-être avoir l'occasion du coup maintenant. Mais ce qui est à peu près sûr, c'est qu'il ne supporte pas Negate, parce qu'il n'a aucune trace dans son API. Mais au moins, il semble avoir saisi l'intérêt de la NVD. On va retrouver des petits scanners aussi, comme celui d'Aqua Security qui s'appelle Trivi, qui utilise une base en YAML. Ça, c'est un truc qui est assez fréquent aussi, que vous allez trouver dans les outils de scan ou ce genre de choses. Vous allez débarquer, ils vont vous dire, bon ok, j'arrive à couvrir 12 000 CVE, comme Tetris, enfin le DR de Tetris, TEH-TRIS, qui est une boîte française. Ok, t'en couvres 12 000, comment tu fais? En fait, j'ai défini un process avec du YAML. Super, mec. On a des flux qui l'ont déjà fait correctement. Pourquoi est-ce que tu rajoutes quelque chose par-dessus? Allez savoir pourquoi. En fait, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à traiter correctement ce flux de données. Donc, ils reprennent les CVE une par une. Il y a un gars qui bosse, qui réécrit une fiche, qui vérifie que ça fonctionne. En fait, Trivi, si vous trouvez un truc avec, c'est vraiment que la faille, elle est sortie il y a un bout de temps. Et que vous mettez à jour aussi les outils. Donc, en plus de ça, ça ne peut scanner que des images Docker, des repos Git et des file systems. C'est déjà pas mal.
mais tout ce qui est composants réseau et matériel, vous l'oubliez. Donc ça fit des cas, mais franchement, ça fit assez peu de cas au final. En tout cas, c'est des cas qui sont très considérables. Oui, voilà. Si on va regarder aussi dans du coup le code source, si on va regarder dans un test unitaire, on va bien retrouver l'idée d'intervalles de version qui sont construites à peu près comme la NVD. Par contre, la notion de circuit, c'est complètement oublié. Donc MDC1, c'est le mieux qu'ils peuvent faire. MDCN, vous l'oubliez. Donc encore une fois, 26 000 CVE, ça dégage. La notion de CPU est carrément étrangère. Donc vous allez aussi vous retrouver avec des trucs genre package name Symfony. C'est absolument pas normé, ça sort de nulle part. Donc bon, avant de réussir à le trouver, ça va être chaud. Donc Aquasec Trivy, ça donne des résultats, mais pour les trouver, c'est vraiment chaud. On a aussi le Dependabot aujourd'hui, qui fait de la veille de sécurité par GitHub, qui donne des résultats qui sont pas mauvais, mais en fait ils utilisent le process qu'ils ont auprès de leur propre CNA, principalement donc pour les projets open source host par GitHub. Donc en fait ça couvre un bon morceau certes du marché, mais quand même assez peu au final. Genre toutes les solutions, j'ai pensé à Windows ou quoi, vous ne les trouverez pas avec Dependabot. Alors oui, du Windows sur du GitHub ça va être bizarre, mais en fait si vous faites du Cube ou quoi, vous allez quand même pouvoir retrouver des cas comme ça. Donc c'est à peu près l'état de l'art dans son domaine Dependabot. Ça couvre pas tout, mais c'est déjà bien activé sur vos projets. On va pouvoir trouver d'autres cas comme Nuclei, qui utilise encore une base de CVE en YAML, donc à maintenir à la main. C'est une détection catastrophique. Je crois qu'en plus ça fait du matching, ça fait de la validation de CPU avec une regex qui est complètement foirée, qui est même pas la vraie qui est elle-même foirée. Hein. C'est vraiment complètement pété en fait le système. Ça fait du matching non pas sur le composant lui-même, mais ça fait un test. Donc ça fait le scan, la détection et la confirmation d'un coup. Alors ça peut être cool de le faire. Le seul problème en fait c'est que vous allez probablement tout péter. Et pire que ça, vous allez juste vous faire flag dans tous les sens. Donc Nuclei c'est vraiment pas l'outil utilisé en Red Team. Ou alors c'est vraiment vous avez prévu de faire flag quoi. On va pouvoir trouver alors j'ai mis Dependabot Core, c'est pas normal. On va pouvoir retrouver Raccoon qui utilise Vulners, donc on va même pas lui passer dessus parce que c'est de la merde. On va trouver Snyk qui est assez bon pour toute la gestion de la supply chain. Eux ils sont vraiment très très bons là-dessus. Exemple typique, Hack2G2 il n'avait pas sur les composants mais sur la supply chain de Ghost. Ils sont assez bons, c'est encore aussi intéressant de les mettre sur vos repos GitHub. Donc un Dependabot et un Snyk c'est très bon. En tout cas c'est des bonnes pratiques que je vous conseille. Et on passera pas sur toute la liste des autres, donc que ce soit Vulncheck, Rapid7 je crois, plein d'autres en fait. Parce qu'en fait la plupart se plantent dans leur façon de faire. Quand on regarde le code source de ceux qui sont open source, on vient voir que en fait parfois le concept de CPU n'existe pas, alors que c'est la base en fait de la détection de vulnérabilité. C'est vraiment le fondement, hein, c'est la première spec de Toolscap. Certains ne se basent pas sur la NVD mais genre Vulners, donc en fait ils vont consommer des données qui sont foirées. Puis alors certains, c'est vraiment la foire d'empoigne, hein, ils font leur base dans la YAML, ils font leur process, ils respectent aucune phase, enfin bref, voilà. Je vous parle pas d'être strict dans les phases, je vous parle juste de les faire correctement. Donc voilà, tous les agents, même avec beaucoup de succès au niveau stars et clients commerciaux, ne sont pas bons. Ils pratiquent pas tous du MDC1 alors que c'est la base, et rares sont ceux qui font du MDCN, et encore plus ceux qui font de la supply chain. Donc, vous allez en avoir plusieurs utilités. Donc pour MCS, comme je disais, au niveau d'une gouvernance, d'un pentest, mais aussi du bug bounty. À titre indicatif, moi j'aime bien passer justement sur CertPSH, regarder des trucs comme Justit ou Stormshield à tout hasard, faire un petit peu une première reconnaissance, faire de la détection, et juste les alerter en fait que ils ont des composants vulnérables. C'est pas très très long à faire, mais s'ils ont un programme de bug bounty, en fait ça vous fait de la thune facilement. Alors que c'est con parce qu'ils pourraient le faire eux-mêmes. Voilà. Conclusion, donc ce qu'il faut retenir, la NVD c'est imparfait, mais ça pourrait s'améliorer. Donc, comme je disais, les TLC par exemple, les Toolage Circuits, si on peut le mesurer, c'est qu'on sait quoi corriger. La NVD c'est pas votre ami, c'est centralisé, c'est manipulable. Au niveau de la détection de CVE, c'est pas trivial, c'est pas aussi trivial que le NIST le dit. Donc pour les problèmes de comparaison de version, match, MDCM, MDCN. On a des circuits logiques de vulnérabilité, tous les devs qui travaillent dessus n'arrivent pas à saisir tout ce que ça implique. Ça, c'est une cartographie efficace et précise de son SI, donc des coûts humains et financiers. Et on a aussi des problèmes avec les algorithmes de détection qui sont récursifs ou pas, donc MDC1 qui couvre 80% de la NVD,
MDCN qui couvre 93%, bon, ça fait encore à peu près 7% de qu'on sait pas couvrir. Voilà. Et au niveau de l'état de l'art, en fait, beaucoup d'outils se foirent complètement. Notamment parce qu'ils savent pas traiter de CPE. Alors que c'est la base, donc leur faites pas trop confiance s'ils connaissent déjà pas les bases. Et certains, par contre, ne sont pas trop mauvais. Je parlais de Snake et de Dependabot, j'ai été assez surpris par leur réactivité et leur efficacité face à des problèmes, notamment du CPE naming problem. Donc, voilà, j'ai essayé d'aller pile dans les clous du spectacle. Donc, si jamais vous avez des questions, c'est le moment. On a encore, on va dire, 5 minutes. Sinon, vous pouvez me retrouver donc sur GitHub, sur Discord, sur Twitter, ou m'envoyer des mails, donc évidemment chiffrés avec PGP, sur ma boîte Proton, si jamais vous avez des demandes un peu plus sérieuses. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation en GoTagoFast. Et vous souhaite à la prochaine, et n'hésitez pas à venir vous-même avec 2G2 partager vos connaissances. Ce sera avec plaisir, je pense, que avec 2G2 le fera. Au revoir!